mis en place. Les mêmes mécanismes qui à l'époque avaient, entre guillemets, spéculé contre les banques, sont des mécanismes qui, fin 2009 et début 2010, ont commencé à spéculer contre autre chose, c'est-à-dire contre l'anticipation que les États pourraient être en difficulté de rencontrer leurs obligations. Comment est-ce que le marché, comment est-ce que les acteurs privés peuvent spéculer contre les États? Exactement de la même façon. Vous avez à un moment donné des refinancements de dettes souveraines qui doivent se faire. La Grèce, on le sait aujourd'hui, avait dans les 2 ans à venir 110 milliards d'euros, excusez du peu, de financement à rembourser. Pour mettre les choses en perspective, lorsque l'Argentine a fait défaut au siècle passé, c'est pas bien loin, mais c'était quand même au siècle passé, elle avait un stock de dettes existantes de l'ordre de 65 milliards de dollars. Lorsque la Russie a fait défaut en 1998, elle avait 48 milliards d'équivalent dollars de dettes outstanding. La Grèce, c'est 250 milliards d'euros qu'elle a de dettes à rembourser dans un système dont tout le monde sait que fondamentalement, il est tout de même un petit peu biaisé et a ses propres problèmes. Et donc le marché a simplement commencé à dire, tiens, on va demander un peu plus cher sur la dette grecque lorsqu'ils viennent se présenter au marché. On ne va plus leur donner du long terme, on va leur donner du court terme. Et là où les Allemands se financent à 2%, 2%, 2,5%, eh bien on va demander aux Grecs 6,5%. Et puis 7%. Et puis 7,5%. Jusqu'à un moment où on aperçoit qu'on arrive à la limite du système. Les agences de notation arrivent en disant, vous êtes désolé, mais la Grèce, vous n'êtes plus aussi creditworthy que dans le passé. Pendant 10 ans, on n'a pas vu la dette s'accumuler, mais là, tout d'un coup, on a dit, on va baisser le rating. Résultat, encore plus d'angoisse, le prix des obligations grecques baisse, le taux d'intérêt augmente, de la spéculation commence à se mettre en place avec des credit default swaps qui sont négociés sur le marché avec un prix qui augmente. Et donc, la spirale infernale se met en place. Politiquement, l'Europe réagit, un peu lentement, un peu mal, un peu en tâtonnant. On voit que l'Allemagne a du mal à vouloir aller venir au secours des Grecs qui avaient quand même vécu de manière un petit peu dispendieuse pendant des années. Résultat, lorsque l'Europe arrive avec un premier plan de 30 milliards plus 10 milliards du FMI, les marchés disent vous êtes gentil de mettre une ligne de crédit backstop, mais on va vous demander de tirer sur la ligne de crédit. On se réunit un week-end pour faire un grand plan de 110 milliards. Première réaction du marché, évidemment très positive, mais on se dit après ça, attendez, si la Grèce a besoin de 110 milliards et épuise le crédit politique pour aller aider les pays du Sud, on a quand même encore d'autres paroissiens dans la ligne, le Portugal, l'Espagne, potentiellement l'Italie, la France, qui ont tous des déficits relativement importants. Où est-ce que ça va s'arrêter et quelle est la capacité des États de pouvoir effectivement introduire ce mécanisme de solidarité? À un moment donné, la machine risque d'arriver à sa limite naturelle. La Banque Centrale Européenne est en train de racheter du papier. Certes, elle stérilise des bunds allemands dans la même foulée, donc il n'y a pas normalement de création de masse monétaire indue. Mais on sent quand même bien qu'il y a une limite à l'exercice. Et la limite, c'est la solvabilité de la Banque Centrale Européenne. Qui est derrière la Banque Centrale Européenne le jour où, à force d'avoir bourré ses livres de papier bancaire un peu bizarre et de papier grec et autres, où on voit qu'il y a effectivement un problème et qu'il va falloir renégocier cette dette ou l'étaler dans le temps, qui se trouve derrière la Banque Centrale Européenne? Est-ce que les pays européens auront le courage politique de faire un deal pour soutenir la Banque Centrale Européenne? Et une fois qu'on aura résolu ce problème-là, quid de l'endettement massif du Royaume-Uni? Et une fois qu'on aura résolu ce problème-là, quid de l'endettement catastrophique des États-Unis, qui pour l'instant ont leur monnaie, qui est une monnaie de référence et de sauvetage. Et donc on voit qu'on arrive en fait à des questions qui sont aujourd'hui des questions qui se posent les unes après les autres, mais qui fondamentalement posent des questions beaucoup plus importantes pour la stabilité de notre système. Et ces questions vont d'abord à la question de la croissance. Nous vivons tous et chacun à notre niveau avec un référentiel mental qui est composé des 40 dernières années. 40 dernières années où nous avons connu, en tout cas dans nos pays, un taux de croissance dont il faut se rendre compte à la fois qu'il est historiquement extrêmement élevé et à la fois non soutenable et non extrapolable dans le futur. Prenez dans toutes les industries qui sont les vôtres l'endroit dont vous êtes tout parti il y a 50 ans et tracez une ligne de progression par rapport à où nous sommes aujourd'hui pour dans les 50 ans qui viennent, je vous garantis que vous allez arriver à des résultats curieux et que la sommation de ces stratégies simplement ne fonctionnera pas. Nous arrivons aussi, je ne veux pas faire l'écolo de service, mais nous arrivons aussi malgré tout à des limites qui sont celles de nos ressources naturelles et probablement de celles de nos émissions. Savez-vous que si nous équipons tous les Chinois demain en automobile de la même manière que les Américains sont équipés aujourd'hui, nous n'avons plus de pétrole en 2030. Réserve connue aujourd'hui, alors on peut toujours en découvrir, on peut aller dans les schistes bitumineux d'Alaska, vous gagnerez 20 ans ou 30 ans, on peut prendre un joker technologique,
Et ça, c'est la réalité. La Chine, aujourd'hui, consomme la moitié du minerai de fer qui est produit dans le monde pour pouvoir assumer sa croissance et sa production. Et donc, je vous en fiche mon billet. Retrouvons-nous ici dans 20 ans et vous verrez que nous aurons dû repenser de manière relativement forte non seulement ces concepts de croissance, de création de valeur et autres, mais également toute la manière dont notre système financier et économique est en train de tourner autour de ces valeurs. Regardez les stratégies et regardez le nombre de fois que le mot croissance, en termes de volume ou en termes de génération de résultats nets, est prononcé dans le cadre de ces stratégies. Regardez ce que cela signifie fondamentalement sur l'impact des populations qui travaillent en symbiose avec le monde de l'entreprise. Et extrapoler ça par rapport à un certain nombre de grandes entreprises qui annoncent un certain nombre de grandes décisions viriles. Augmenter toujours les revenus, baisser toujours les coûts, c'est magnifique, c'est ce que nous faisons en termes d'hygiène personnelle dans chacune des entreprises. Mais je pense très sincèrement que c'est un modèle qui va devoir être rendu un peu plus subtil dans le futur. Je vous garantis que nous allons arriver, et dans pas trop longtemps, à un moment où nous allons tester des notions d'acceptabilité sociale du système dans lequel nous fonctionnons. Mon ami Bruno Coleman, avec lequel je suis en train de commettre un petit bouquin, parle des yeux incandescents des Grecs qui lancent des bombes dans les rues. C'est un peu pour imager la chose. Mais je vous assure que la réaction des ouvriers de Jupy qui, à un moment donné, disent « Ah, BNB, vous êtes très gentil, vous êtes très sympa, et pour faire toujours plus de revenus, à un moment donné, travailler sur un modèle qui consiste à constamment outsourcer, délocaliser, faire moins cher, au risque d'atteindre l'acceptabilité sociale et le lien social de proximité qui est le fondement de toute société, je pense que nous arrivons en Europe et dans les pays dits développés à un moment où nous allons devoir réinventer un certain nombre de codes et réinventer un certain nombre de cadres. Je ne pense pas que ce soit un langage idéaliste, rêveur ou naïf. Je pense que nous arriverons tout doucement, tout simplement parce que nous travaillons dans un cadre où les 50 dernières années, nous avons habitué nos populations à un niveau de bien-être, à un niveau de redistribution, à un niveau de solidarité qui est financé d'une manière qui est simplement non soutenable pour la génération suivante. Nous allons devoir passer à autre chose. Et au lieu de travailler sur des concepts de toujours plus vite et toujours plus, nous allons devoir travailler sur des concepts qui sont de autrement et de mieux. Et vous le savez lorsque vous êtes coté, vous le savez aussi lorsque vous n'êtes pas coté mais que vous avez un actionnaire un peu embêtant, c'est très compliqué de lui expliquer ça. Et de lui expliquer que dans la course éternelle à l'augmentation des revenus et à baisser les coûts, vous allez arriver à un moment donné dans une situation où votre client n'y trouvera plus son compte, où vos collaborateurs fondamentalement n'y trouveront plus son compte, et en fait vous passez à côté de quelque chose qui est que nous allons devoir gérer peut-être une moindre croissance, peut-être une stabilité, et peut-être un jour une décroissance. Parce qu'après tout, le modèle économique mondial, si vous le regardez de manière mathématique, si vous avez de la croissance plus forte dans des pays émergents, à un moment donné, le jeu, il n'est pas éternel, il n'est pas infini, il va falloir qu'elle se compense par autre chose. Et d'ailleurs, historiquement, dans les alignements entre pôles économiques, vous avez des régions qui, à un moment donné, ont dû gérer, parfois de manière douloureuse, des solutions de stabilisation ou de décroissance. Et donc je pense que nous devons, dans l'attente d'avoir un vrai débat sur la question, je pense que nous devons aussi réfléchir à chacun de nos niveaux sur ce que ça signifie pour la stratégie de nos entreprises, sur ce que cela signifie sur la stabilité du système. Je vous donne un petit exemple. Chez Petercam, de manière un peu imagée, j'ai dit à mes nouveaux associés, écoutez les amis, dans un métier comme le nôtre, on a du mal à s'exporter. Aller en France, aux Pays-Bas, en Suisse et ailleurs, je ne pense pas que ce soit pour une maison comme la nôtre. On est un bon banquier privé en Belgique, on a une bonne activité de corporate finance dans ce pays, on a une bonne activité de gestion institutionnelle, mais je ne crois pas au développement international. Donc si nous devons viser la croissance, c'est soit partir dans des aventures à l'international sur lesquelles on va probablement revenir en se léchant les plaies, soit ça veut dire que je dois nécessairement travailler sur aller extraire toujours plus de revenus dans la poche de mes clients, ce qui nous met dans une situation de conflit d'intérêts par rapport précisément à ceux qui nous font vivre et pour lesquels nous avons un devoir inné de leur donner de la qualité pour une rémunération juste. Donc changeons les cadres et parlons plutôt d'autre chose, qui est un rapport différent, qui est sur le capital financier et le capital humain qui existe dans cette entreprise. Nous souhaitons avoir un niveau de rendement qui soit en accord avec le niveau de qualité qu'on souhaite donner. Et lorsque vous commencez à réagir comme cela, vous vous rendez compte que la fuite n'est plus simplement en avant sur toujours plus vite, mais de faire autrement et peut-être même mieux dans l'intérêt bien compris de vos collaborateurs qui ne souhaitent que cela,
dans l'intérêt bien compris de vos clients, qui le méritent et dont vous êtes fondamentalement le dépositaire des intérêts, et sur lequel vous pouvez très bien vivre à un niveau qui soit parfaitement correct